Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado qualifié mais invisible. Dans l'épisode précédent, on a mis la table avec le travail d'ATF où on a vu les impacts de la non-reconnaissance des diplômes sur les femmes immigrantes. On a parlé de déqualification professionnelle, on a parlé de sacrifice, on a parlé de persévérance, on a parlé de parcours de combattant. Et surtout pour cet épisode, on veut mettre des visages derrière les chiffres. On a eu beaucoup de chiffres de l'étude. On sait que presque 46% des femmes immigrantes qui arrivent au Québec ne voient pas leur diplôme être reconnu. Donc, on désirait mettre les personnes, les principales concernées au cœur de notre projet. Donc, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui deux femmes au parcours différent, deux femmes immigrantes persévérantes qui ont subi la déqualification, qui ont fait face à des obstacles, mais qui ont continué à avancer. Donc, nous avons Adama et Inda que je vais présenter, qui vont se présenter brièvement. Donc, comme pour les autres épisodes, je suis là avec Sarah. Bonjour. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander, Adama et Inda, de vous présenter brièvement. Je commencerai par toi, Adama. Bonjour tout le monde. Alors, moi, mon nom, c'est Adama Sank Diallo. Je réside au Québec depuis bientôt 10 ans. Je suis mère de 2 enfants, 2 petites filles. Et avant ça, je vivais au Maroc, mais sinon, je suis d'origine guinéenne. Merci. Inda? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Hinda Bacha. Je suis algérienne. J'ai 53 ans. J'ai 2 gosses de 17 et 19 ans. Et je suis là depuis 3 ans et demi. Alors, oui, bonjour. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Donc, ma première question, je vais vous l'adresser là à toutes les deux. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment ça a été votre parcours professionnel avant d'arriver au Québec? Vous en étiez où dans votre carrière? Je peux commencer. Dans le fond, avant d'arriver au Québec, je vivais en Guinée. Et bien avant ça, moi, j'ai commencé ma carrière au Maroc. Quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai eu un stage de fin d'études et ensuite, j'ai intégré un cabinet comptable où je suis restée pendant 2 ans et demi. Par la suite, je suis rentrée en Guinée pour continuer à travailler dans le même cabinet d'audit, dans la même chaîne internationale. Et après ça, je suis restée 1 an dans ce cabinet d'audit en Guinée. Par la suite, j'ai intégré une société de télécommunications dans laquelle je travaille comme manager audit interne avec une équipe à gérer. Donc, grosso modo, c'est un peu ça mon parcours. Puis en 2015, j'ai quitté la Guinée pour aller aux États-Unis pour faire des cours de perfectionnement en anglais. Je suis restée 6 mois avant de rejoindre à l'époque mon ex-mari au Québec, ici, comme résidente permanente en 2016. Donc, c'est un peu ça mon parcours professionnel. Ok, intéressant. Donc, vous êtes arrivé vraiment avec une expérience vraiment solide et beaucoup d'expérience. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée ici, je peux dire que j'avais à peu près l'équivalent de 5, 6 années d'expérience professionnelle en audit financier et en audit interne. Et puis ça, c'était en 2016, quand je suis arrivée ici, en mai 2016. Ok, Oui. ok. Donc, je vais te retourner la même question, Hilda. Comment ça a été le parcours professionnel avant d'arriver ici? Alors, moi, j'ai eu mon diplôme d'architecte en 2003. Mm. Et puis, j'ai passé un concours de ce qu'on appelle, nous, magistère, qui est l'équivalent un peu de maîtrise ici. Donc, qui a duré 2 ans. Donc, j'ai réussi le concours. C'était un concours très difficile. C'est un concours à niveau national. Donc, on était genre 1800 candidats pour 40 postes. Et j'ai pu le réussir. Donc, et j'ai intégré donc la cohorte de magistère de cette année-là. J'ai soutenu mon mémoire. En ce temps-là, ça s'appelait encore thèse de magistère. Et à partir de là, j'ai intégré l'université en tant qu'enseignante universitaire. Mon magistère, je l'ai fait en urbanisme. Du coup, je suis devenue architecte urbaniste. Entre-temps, pendant cette période, j'étais architecte de suivi, je suivais des chantiers, donc j'étais comme gestionnaire de projet sur chantier.
Quand j'ai eu mon magistère, j'ai soutenu, il y avait des postes, j'ai postulé, j'ai eu un poste à l'université où j'ai enseigné pendant 15 ans quand même, de 2007 à 2022. J'enseignais l'architecture. Au fait, pendant ce temps-là, j'ai enseigné l'atelier d'architecture qui est un atelier où on fait la conception, mais je me suis rendu compte que, en fait, je vivais dans la ville, je pratiquais la ville et je voyais qu'il y avait une différence entre ce que produisaient les étudiants à l'école et ce qu'on voyait, le bâti existant. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je me suis toujours posé cette question. Je me suis attardée sur ça. Vous me dites si je fais un peu trop long. Ouais, Donc, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Et je me suis attardée sur le côté social de l'architecture ou de l'espace, la pratique de l'espace. Et là, j'ai créé 2 cours. Je les ai vraiment créés parce qu'ils n'existaient pas dans le cursus habituel, qui s'appelait Psychologie de l'espace et Psychologie de l'habitat. Donc, ces 2 cours m'ont permis de un peu comprendre avec les étudiants en construisant les cours qu'est-ce qui manquait. Qu'est-ce qu'il y avait que la technique était là, mais finalement le produit n'est pas bon. Donc voilà, et puis pendant tout ce temps, il y a eu le Covid en fait en 2019 qui a fait que je pense que tout le monde s'est posé la question, a remis en question plein de choses. Et il s'est passé des choses qui ont fait que on a décidé de venir, moi et mon mari et mes 2 enfants, ici. La meilleure façon était que je vienne avec un permis d'études. C'était le moyen le plus sûr, si vous voulez, pour être là. Donc, je suis venue en tant qu'étudiante, toute seule au début. Donc, j'ai passé une année ici, toute seule, en 2022. Et là, j'ai commencé des études en gestion de projet d'aménagement, montage et gestion de projet d'aménagement à l'Université de Montréal. C'était une maîtrise. Pourquoi je suis allée vers ça? Parce que je me disais que peut-être c'est ce qui manquait. Ce volet gestion qui fait que ce qu'on conçoit, ce qu'on pense et ce qu'on construit soit concorde et que le résultat soit un peu ressemble à ce qu'on a conçu, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Pour le moment, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu savais que tu n'allais pas pouvoir exercer ta profession en venant ici, en tant qu'architecte? Je ne savais pas que c'était aussi difficile d'intégrer l'ordre des architectes. Ça me donne le goût de te demander, Adama, comment s'est passé le processus pour faire reconnaître ton expérience professionnelle et ton parcours scolaire? Dans le fond, mon expérience professionnelle n'a pas été reconnue du tout. En 2016, quand je suis arrivée, dans un premier temps, je n'avais pas vraiment de repères. En tout cas, dans mon entourage direct, je n'avais pas de personne, en fait, qui avait le même parcours que moi, dans le fond, c'est-à-dire qui avait commencé sa carrière en cabinet d'audit, puis qui se voyait évoluer dans ce métier-là. Et moi, quand j'étais au Maroc, avant même de rentrer en Guinée, mon objectif, c'était d'aller chercher mon titre d'expert comptable, soit au Maroc ou d'aller en France. Et d'ailleurs, avant de rentrer en Guinée, j'avais déjà eu des admissions en France. Mon objectif, c'était vraiment d'aller faire mon expertise comptable et tout. Fait qu'en 2016, quand je suis arrivée, je me suis posé plein de questions, qu'est-ce que je devais faire. Et en faisant des recherches, j'ai compris que j'aurais dû faire l'évaluation comparative de mes diplômes. Parce que moi, j'avais l'équivalent d'une maîtrise que j'avais obtenue avec le groupe ISCAE. Et quand je suis allée à l'université, on m'a dit « Ah, il faut que tu fasses évaluer tes diplômes ». Puis là, en faisant des recherches, on m'a dit « C'est avec le ministère de l'Inclusion et de la Diversité ». Donc, j'ai commencé les démarches. Puis, à ce niveau-là, il fallait que je fasse certifier mes diplômes par les écoles au Maroc, en Guinée, parce que moi, j'avais commencé mes études universitaires en Guinée avant de les terminer au Maroc. Donc, j'ai commencé ce processus d'équivalence-là, qui fait que ma maîtrise que j'avais obtenue en finance-comptabilité, on m'a donné l'équivalent d'un baccalauréat en administration des affaires ici. Et j'ai commencé à chercher du boulot avec cette évaluation comparative-là. Et c'est la même phrase qui revenait à chaque fois. Je n'ai pas l'expérience canadienne.
Donc, même si j'avais l'équivalent d'un bac pour un étudiant qui avait déjà fait ses études ici, qui avait un bachelor, moi, je ne pouvais pas trouver un emploi dans mon domaine parce que je n'avais pas d'expérience canadienne. Et la question que je me posais à chaque fois, c'est si vous ne me donnez pas une chance, comment est-ce que je vais avoir cette expérience canadienne-là? Et à l'époque, les seuls employeurs qui prenaient des immigrants sans expérience canadienne, c'était les centres d'appel. Donc, avec mon équivalence de bac, que je ne pouvais pas trouver de boulot dans mon domaine, je suis allée vers le centre d'appel pour avoir de l'expérience professionnelle. Donc, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui prenait des appels pour un service mobile ici, comme agent au téléphone. Donc, avec une expérience de 6-7 ans et une maîtrise obtenue à l'étranger, je faisais un emploi d'étudiant, en fait, à temps partiel où j'étais payée au salaire minimum. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et par la suite, avec l'évaluation comparative, puisque moi, je voulais vraiment comme continuer ma carrière en comptabilité, en audit, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai contacté l'université, le HEC. Et là, ils m'ont dit, la formation que tu vises pour être expert comptable, dans le fond, il faut que tu fasses des cours de mise à niveau. Et ces cours de mise à niveau, dans le fond, c'était qu'on me demandait, malgré que j'avais l'évaluation comparative d'un bac, on me demandait de reprendre les cours de bac. Donc, en réalité, c'est comme si mon bac, le ministère me l'a donné, mais en réalité, ça ne vaut pas un bac pour me permettre de continuer mes études. Donc, on m'a donné une liste de cours de mise à niveau à reprendre, 17 cours, sachant qu'un bac, c'est 30 cours. Donc, on me demandait en fait de reprendre plus de la moitié du bac. Qui fait qu'au début, j'hésitais. Je me demandais est-ce que j'allais m'embarquer dans ça parce que les gens me disaient « Ah, c'est trop long ». Et la chose aussi, c'est que quand on arrive ici, on n'a pas forcément de repères parfois et on reçoit beaucoup de conseils de part et d'autre. Fait qu'il y en a qui me conseillaient de ne pas m'embarquer dans des études qui sont trop longues, c'est de faire des formations courtes pour être comme opérationnel sur le marché de l'emploi. Fait que c'est parti comme ça. J'hésitais, est-ce que je vais quand même reprendre mon bac? C'est l'équivalent du bac, sachant que j'avais déjà une maîtrise. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Donc, j'ai contacté, je me rappelle à l'époque, je suis allée sur LinkedIn, j'ai fait une recherche, je cherchais des personnes qui avaient le titre CPA, qui avaient comme une carrière en audit et tout. Et puis, je me souviens, j'ai vu le profil d'un monsieur qui était très intéressant. Je l'ai écrit, je me suis présentée. Je lui ai dit, je suis une Guinéenne, je viens d'arriver. Et puis, mon objectif, c'est d'avoir mon titre d'expert comptable. Certains me conseillent de faire des formations rapides de 6 mois pour être opérationnel. Mais qu'est-ce que toi, tu me conseilles? Puis il m'a dit, je t'appelle, donne-moi ton contact. Puis on s'est appelé, je lui ai expliqué mon parcours comme un mentor, à quelque sorte. Puis après ça, il m'a dit, écoute, je te conseille de ne pas perdre ton temps à faire des formations rapides. Je te conseille d'aller à l'université, de reprendre tes cours. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le processus d'équivalence en 2017. Et j'ai terminé le parcours en septembre 2025. Ça m'a pris au total à peu près 8 ans pour finir la formation. Et que c'est un peu ça. Et que bravo, tu as réussi, tu as fini, tu as eu le titre de CPA. C'est beaucoup de courage et de persévérance. De résilience aussi. Hein. Ouais. Beaucoup de résilience, franchement, bravo. Hein, chapeau. Donc, Hilda, j'aurais aimé te demander aussi, est-ce que de ton côté, tu as essayé de faire reconnaître ton diplôme, tes acquis en tant qu'architecte? Et si oui, ça a été comment tout ce processus-là? En fait, j'ai fait comme Adama, j'ai essayé j'ai fait l'évaluation comparative des diplômes qui prend quand même 6 mois. Donc, il faut attendre. Entre-temps, je faisais ma maîtrise tranquille. Oui, c'est revenu après 6 mois. Ils m'ont donné, donc, pour mon diplôme d'architecte, qui est un bac plus 5 en Algérie, donc un baccalauréat en architecture et une maîtrise en architecture. Donc, genre, ils ont scindé ça en 2 diplômes différents. Pour mon magistère en urbanisme, ils m'ont donné aussi une maîtrise en architecture urbaine et aménagement.
Mhm. Et puis, il y avait ma maîtrise que j'étais en train de faire. Du coup, je me retrouve avec 3 maîtrises et un baccalauréat, ce qui m'a plus nui qu'autre Mm. chose. Mm, mm, Parce que la première chose, quand moi j'ai besoin de dire que je suis architecte mm, Oui. pour justifier pourquoi je fais de la gestion de projet d'aménagement. mm, Mm. Je ne peux pas faire de la gestion de projet d'aménagement sans avoir aucun Mm. lien avec l'aménagement. mm, Ok, j'ai enlevé déjà l'autre maîtrise, celle d'urbanisme, le Mhm. magistère que j'ai fait, ça je l'ai enlevé. Mais j'ai gardé quand même mon diplôme d'architecte. Ça a fait quand même 2 maîtrises et on me disait souvent overqualified. Ouais. mm, Surqualifié, c'était... mais je sais que c'était pas ça, c'était juste que je n'avais pas l'expérience mhm, québécoise, je sais, parce que... Enfin, on sent des ouais, choses ouais, Mm. ouais. lors de Mm. l'entretien, il y a des choses, il y a les dits, il y a les non-dits qu'on Mhm. comprend quand même, on n'est pas arrivé à un certain niveau d'instruction, ou, enfin, peut-être l'intelligence émotionnelle fait que tu comprends ce qu'on te dit pas, mais qui est là. Mm. Donc, voilà. Puis moi, ça m'impressionne toujours le fait qu'on est sélectionné sur la base de nos diplômes. C'est Puis ça. quand on arrive là, ces diplômes-là, même s'ils sont reconnus, sur le marché de l'emploi, c'est pas reconnu. Fait que c'est vraiment une chose et son contraire. Ce qui m'envoie, Adama, tu as dit tantôt que tu as travaillé dans un centre d'appel, sachant que tu avais de l'expérience, des rêves. Comment tu t'es sentie durant cette période quand tu travaillais dans le centre d'appel? Cette expérience-là, je me rappelle au début, ça m'a créé beaucoup de doutes et de remise en question aussi. J'avais perdu confiance en moi à l'époque, sur le plan professionnel, qui fait que je me questionnais tout le temps, c'était quoi ma vraie valeur? Pas parce que le travail dans le centre d'appel n'était pas un travail en tant que tel, mais c'est juste que je me posais la question à savoir, avec toutes les études que j'avais faites et toute mon expérience, je trouvais que, un peu comme le terme que Inda a utilisé, je trouvais que j'étais surqualifiée pour le travail en question. Parce que, comme vous savez, surtout dans les centres d'appel pour des compagnies de télécommunications, c'est expliquer une facture, etc. Et d'ailleurs, je pense que ce qui m'a un peu rassurée dans ce processus-là, c'est que je ne suis pas restée très longtemps au téléphone. Je pense que j'ai fait comme 8 mois dans le centre d'appel, mais rapidement, 2 mois après que j'ai commencé, j'ai vite évolué dans le centre d'appel. J'ai commencé vraiment comme au plus bas niveau, puis 2-3 mois après, je suis montée tellement rapidement, fait que je me retrouvais à gérer les cas les plus complexes au téléphone. Et quelques mois encore après, j'ai quitté le téléphone pour aller dans l'administratif. Il y avait comme une possibilité où je pouvais être comme, disons, assistante comptable. Je trouvais comme ma voie parce que je trouvais que je pouvais donner plus. Dans cette expérience-là, je peux dire que beaucoup de remises en question, manque de confiance et puis je me demandais c'était quoi ma vraie valeur, mais ça m'a permis aussi de renforcer ma capacité de résilience et de me dire que parfois on a comme des détours dans la vie, mais on apprend toujours de ces expériences-là. Fait que oui, c'était une belle expérience, je peux dire. Et je pense que beaucoup m'avaient conseillé à l'époque, enlève cette expérience-là sur ton profil LinkedIn ou sur ton CV. Mais moi, j'ai toujours gardé cette expérience-là, comme quoi j'ai travaillé comme customer service dans ce centre d'appel-là, parce que pour moi, c'était vraiment une porte d'entrée. Je suis fière de dire aujourd'hui que j'ai travaillé dans le centre d'appel malgré l'expérience que j'avais, les diplômes que j'avais quand je suis arrivée ici. Puis ça t'a permis aussi d'avoir comme une première expérience professionnelle, de côtoyer le marché de l'emploi, mais aussi la culture, parce que veux pas, tu n'avais pas travaillé ici, avoir cette première expérience, c'est comme une bonne porte d'entrée pour le marché du travail. Mais je note ce qu'elle a dit, Inda, la surqualification. Le projet, on parle beaucoup de déqualification. Puis là, on vous entend qu'avec les diplômes, l'expérience, on voit que c'est comme beaucoup prendre sur soi pour aller travailler dans des postes où on se sent surqualifié. Tout à fait. Puis, Inda, j'aurais le goût de te demander aussi,
À quel moment tu as compris que l'exercice de ta profession ne serait pas aussi simple que prévu? En fait, à plusieurs moments. Plusieurs moments parce que, au fait, dans mon parcours, ce que j'avais omis de dire d'avant, dans mon autre vie, c'est que je faisais aussi de la recherche. Mhm. J'étais inscrite en doctorat et j'avais un doctorat rédigé, disons, à 70%. Donc, j'étais presque enfin, il me restait pas beaucoup. Il me restait juste de publier mon article et terminer le dernier chapitre de l'étude de terrain pour aller vers une soutenance de doctorat. Donc, quand je suis venue ici, avec la maîtrise, je me suis dit, oui, pourquoi pas, peut-être terminer, enfin, continuer ou faire autre chose, mais rester dans la recherche. J'ai essayé d'intégrer des labos de recherche. C'était pas... Évident. Non, c'était pas évident du tout. Comme assistante de recherche, non. Comme assistante comment dire, d'enseignant, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait un des enseignants qui m'avait dit, tu veux peut-être prendre ma place? Tout simplement. Enfin, il connaissait mon parcours, je lui en ai parlé une fois. J'avais cette naïveté, cette naïveté de m'ouvrir. Et ça, c'est pas bien ici. Ouais, ça, c'est pas bien ici. C'est différent. J'ai parlé de mon parcours à cet enseignant et je lui ai dit s'il pouvait me référer parce qu'au passage, j'avais que des A. Je pouvais pas me permettre autre chose qu'un A ou un A+. A, c'était le minimum que je pouvais avoir parce que j'étais aussi enseignante. C'est une déformation peut-être professionnelle qui fait que non, je peux pas me permettre des petites notes. Mais ça ne m'a pas servi. Avec cet enseignant, il y avait cette première phrase. La deuxième était encore plus, on va le dire comme ça, plus blessante, parce qu'il m'avait dit, je cherchais un stage, on devait faire ou un stage ou un travail dirigé, donc un travail de recherche. Et lui était responsable un peu, en tout cas. Je lui ai demandé de m'aider à trouver un stage. Et il m'a dit, écoute, t'as pas j'ai dit, j'ai essayé, mais on me dit que je n'ai pas d'expérience québécoise. Et il m'avait dit, oui, mais écoute, tu peux travailler à McDo, c'est toujours une expérience. OK. Là, j'ai compris que c'était... sachant que c'est un immigrant à la base. Cette personne, c'est pas un Québécois de souche, ou je sais pas. Non, c'est un immigrant à la base. Donc, OK, j'ai compris que c'était comme ça et finalement, j'ai fini par faire un travail de recherche, un travail dirigé. Et j'avais demandé à mon encadreur de me donner un travail qui a déjà été fait pour voir à peu près qu'est-ce que je dois faire, à quoi m'attendre. Il m'a dit, oui, il y en a, mais pas d'assez bons. D'ailleurs, on n'a jamais publié des travaux dirigés parce qu'il n'y en avait pas d'assez bons. Je dis, OK, on va publier le mien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai travaillé dur sur ce travail dirigé et il est publié. Et à partir de là, il y en a plusieurs qui ont été publiés parce que maintenant, il y a une référence qui est la mienne. J'en suis fière. Oh, bravo. Tu peux être fière, Inda. Tu peux être vraiment fière. Puis, je pense que c'est revenu aussi dans notre précédent épisode avec le travail d'ATF qui montrait les sacrifices et à vous entendre, on voit qu'il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de sacrifices. J'aimerais savoir, tu as mentionné au début que tu as des enfants, puis que tu as fait comme 5-7 ans d'études. On voit que c'est des coûts financiers, c'est des coûts humains. Est-ce que tu peux nous chiffrer à peu près combien ça t'a coûté en termes pour reprendre ce processus pour les études? Et aussi, comment tu as fait pour y arriver, sachant que là, il y avait les études, le travail et les enfants. C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Je pense ici, vu que la question elle est comme en deux parties, si je reviens un peu sur les coûts,
dans ce processus-là, ce que je peux dire, c'est que déjà, il y a l'aspect perte financière. Parce que quand on n'a pas le travail, quand on ne travaille pas dans notre domaine ou qu'on ne travaille pas avec le niveau salarial attendu selon notre expérience, c'est sûr qu'il y a toujours comme un écart entre le salaire qu'on aurait dû avoir et ce qu'on a réellement. Donc, moi, j'estime que c'est comme un coût d'opportunité énorme. Si je compte les 7 années, si je n'avais pas eu à reprendre mes études ou si j'avais continué dans ma lancée, je pense que j'aurais peut-être accumulé plus de richesses que ce que j'ai actuellement. Donc, ce n'est pas juste le gain que j'ai, mais c'est comme aussi la perte que j'ai assumée pendant cette transition-là. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait sur le plan financier? Je n'ai pas arrêté, moi, de travailler depuis que je suis arrivée ici. Donc, il fait que je travaillais à temps plein pendant que je faisais mes études à temps plein. Quand je dis à temps plein, parce que quand on a des enfants de moins de 5 ans ou 6 ans, je pense au Québec ici, dès qu'on prend plus de 2 cours, on est déjà considéré comme étant à temps plein. Ce qui fait que moi, j'ai commencé le parcours en 2017, puis j'ai eu ma première fille en 2018. Et vu que je travaillais, je n'étais même pas admissible au prêt et à la bourse. Donc, il fait que je ne pouvais pas obtenir non plus les subventions du gouvernement qu'ils octroient à ceux qui étudient. Donc, il y avait toujours un calcul qu'ils faisaient. Voici la portion que ton conjoint doit apporter, puis voici ce que tu dois toi aussi apporter. Sauf qu'on s'entend quand on travaille au salaire minimum et qu'on a un enfant et qu'on n'a pas accès aux subventions et aux bourses, c'est sûr que ça devient comme un peu le défi encore plus grand, disons, pour subvenir aux besoins de la famille, faire face à ses responsabilités, ses engagements financiers. Et sans compter que nous, en tant qu'immigrants, on a toujours cette responsabilité aussi pour la famille qui est restée au pays, les demandes qui n'arrêtent pas. Donc, je pense que j'ai été quand même très chanceuse d'avoir un bon support système, dans le sens où je n'avais pas, par exemple, à payer pour faire garder mes enfants. Ma mère était là, puis j'avais aussi mon conjoint à l'époque. Donc, sur le plan financier, c'était un peu ça. Donc, il y avait la perte, puis aussi le fait que je devais subventionner mes études pendant que je travaillais. Maintenant, je pense que Inda, ta question, c'était qu'est-ce qui m'a permis de continuer. C'est ça. Oui. Dans le fond, moi, j'avais participé à une conférence au HEC une fois où il y a une femme qui expliquait que quand on se lance dans un projet, c'est toujours important de définir clairement le pourquoi. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'avais toujours ce rêve, je veux faire mon expertise comptable, je veux avoir cherché mon titre de CPA, etc. Mais je pense que je ne m'étais pas encore vraiment posé la question, mais à la fin de la journée, pourquoi tu veux faire ça? Parce que je me souviens quand j'ai eu ma première fille en 2018, ça c'est juste entre parenthèses, oui, je voulais aller chercher le titre, mais j'avais finalement envisagé la première option qu'on m'avait proposée de faire des études qui sont très courtes. Je me suis dit, c'est trop compliqué, j'avais des heures, les cours c'était à 18h45, 21h45, et avant la COVID, il n'y avait pas vraiment de cours en ligne, donc il fait qu'il fallait venir c'est jusqu'à l'université en présentiel, donc je travaillais jusqu'à 17h, puis après ça, je partais sur mes cours, donc je ne rentrais pas chez moi avant 23h. Puis quand ma fille est venue, c'était rendu tellement compliqué, les fins de semaine, le ménage, la cuisine, puis tu n'as pas le temps d'étudier et tout, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me fatigue autant? J'ai dit, finalement, je pense que je vais aller faire une formation de 6 mois, 9 mois, et puis je vais juste trouver un emploi, puis c'est un rêve que je ne pourrais pas réaliser. Donc, quand je suis allée à cette conférence-là, cette femme, elle a dit, prenez le temps toujours de vous poser le pourquoi réellement vous voulez faire la chose. Et je me rappelle, quand je suis rentrée ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais aller m'inscrire dans ce collège pour faire la formation de 9 mois, pour être caissière dans une banque. Et je suis allée pendant 5 semaines. Et ce jour-là, quand je me suis posé la question, bon, finalement, pourquoi tu veux être caissière? Pourquoi tu vas aller chercher ton titre d'expertise comptable? Je l'ai écrit sur papier. C'était très clair pour moi pourquoi je voulais le faire. Et dès l'instant où le pourquoi-là était clairement défini pour moi, j'ai compris ce jour-là qu'il n'y a rien qui pouvait m'empêcher d'atteindre mon objectif. Peu importe, en fait, les obstacles que j'allais avoir, j'allais trouver un moyen, en fait, de les surmonter. Et jusqu'à présent, ce pourquoi-là, il est tellement ancré en moi que
c'est ça qui me permet d'avancer, c'est ça qui m'a permis de ne pas abandonner. Et c'est surtout aussi que ce pourquoi-là n'est lié à personne. Ce n'est pas lié à mes enfants, ce n'est pas lié à la société, c'est vraiment lié à moi, la raison pour laquelle je veux la faire. Et j'ai compris que pour moi, la résilience dans le futur, c'était un élément qui me permettrait de me dire qu'à chaque fois que j'aurai un obstacle, je suis capable de le surmonter parce qu'en réalité, j'ai atteint cet objectif-là. Et que c'est un peu ça. Donc, on a compris effectivement que entre la réalité vécue et la manière dont les parcours sont perçus, c'est deux choses différentes. Donc, est-ce qu'avec un peu de recul, Inda, est-ce que tu aimerais que les institutions comprennent... Alors, qu'est-ce que tu aimerais que les institutions comprennent à propos de ton parcours? En fait, c'est pas que je voudrais qu'ils comprennent quelque chose, juste qu'ils soient ce qu'ils disent et ce qu'ils font, qu'ils concordent. On ne peut pas, comme l'a dit Halimatou tout à l'heure, on ne peut pas sélectionner quelqu'un sur ses compétences et puis ne pas les reconnaître. Ouais, c'est incohérent. C'est incohérent. Donc, c'est ça que je me pose enfin, c'est ce que je leur demande de faire. S'ils veulent faire un effort, c'est sur ça. Qu'ils soient cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tout simplement. Parce que... Et juste, elle a parlé de comment dire, qu'est-ce qu'elle a donné comme sacrifice, comme temps, comme argent, pour les étudiants étrangers, c'est super onéreux. Les études universitaires, une maîtrise, c'est $32 000. Tout à fait. On ne peut pas ne pas après venir $32 000 et puis dire ah, tu es surqualifié finalement ou tu n'as pas l'expérience québécoise. Ça peut pas se faire. Donc merci beaucoup. Vos parcours sont vraiment inspirants et on voit que c'est beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, beaucoup de persévérance. Et justement, on aimerait à la fin de ce projet, que les femmes immigrantes qui sont qualifiées ne soient plus invisibles. On aimerait qu'elles ne soient plus déqualifiées. On aimerait qu'elles ne se sentent pas surqualifiées pour les projets ou les emplois pour lesquels elles travaillent. Parce qu'en bout de ligne, c'est une force, c'est une richesse pour le Québec et ce serait dommage de s'en priver. Et que je vais te laisser, Sarah, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre résilience. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, comme a dit Halimatou, j'espère vraiment que un jour, les parcours et les expériences, les acquis soient un jour reconnus au Québec et que ça ne sera plus le parcours d'un combattant. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour le prochain épisode.